Le principal problème environnemental, c'est la grosse consommation d'énergie électrique que demande le processus de validation des transactions du réseau Bitcoin, donc qui est fondé sur le principe du minage et donc de la validation des transactions par la puissance de calcul. Donc il faut faire tourner des ordinateurs toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24 pour résoudre ces problèmes mathématiques. Et donc au tout début de l'histoire du Bitcoin, un particulier pouvait miner dans son garage ou chez lui avec son ordinateur individuel du Bitcoin, mais au fur et à mesure que le Bitcoin a rencontré du succès et que le nombre de mineurs a augmenté, la puissance de calcul a explosé et en fait l'équipement informatique pour être capable de résoudre ces problèmes mathématiques et d'assurer les calculs, cet équipement s'est complexifié, est devenu plus coûteux. On a assisté à une véritable course à l'équipement et en fait à une concentration des mineurs dans ce qu'on appelle maintenant des coopératives de minage ou des fermes de minage. Donc qui ressemblent en fait très concrètement à des grands hangars dans lesquels sont rangés des rayonnages entiers d'ordinateurs du sol au plafond qui tournent en permanence jour et nuit. Donc on imagine bien la consommation électrique qui est énorme, hein. Là on l'estime à l'heure actuelle à l'équivalent de plus de 159 pays, de la consommation électrique de plus de 159 pays et d'une consommation électrique équivalente à 100 fois celle de Google. Donc c'est très très important et évidemment ça c'est un thème récurrent, la question du problème environnemental. Maintenant la communauté Bitcoin et de manière plus générale, l'écosystème des crypto-monnaies réfléchit à des solutions alternatives. Si on continue avec la preuve de travail, éventuellement se greffer sur des énergies renouvelables, à savoir si ça résoudra définitivement le problème, on ne sait pas. Et pour les autres crypto-monnaies, trouver des principes de validation alternatifs qui soient moins énergivores. L'État est par principe totalement évincé des crypto-monnaies, de l'univers des crypto-monnaies et du Bitcoin en particulier, puisque le principe même de créer une monnaie intraçable vient du milieu des cryptographes anarchistes américains qui se préoccupaient d'un contrôle omniprésent de l'État sur les données personnelles et privées. Donc l'idée était de créer une monnaie de sorte que on puisse préserver l'anonymat et ses données privées, voilà, qu'elles ne soient pas consultables par une tierce partie. Et donc évidemment, c'est en grande partie pour échapper au contrôle de l'État qu'ont été créées cette monnaie. Donc l'État est d'emblée évincé de leur principe de fonctionnement. Néanmoins, je rappelle que les crypto-monnaies fonctionnent quand même sur la base d'une infrastructure, c'est-à-dire de la fibre optique, des réseaux électriques, etc., qui peuvent être quand même réglementés, régulés par l'État, et que l'État a toujours la possibilité de légiférer ou de réglementer très très durement cet univers des crypto-monnaies, voire d'interdire l'utilisation des crypto-monnaies ou le fonctionnement de fermes de minage ou de plateformes d'échange. Ça a été le cas en Chine par exemple, mais aussi en Corée du Sud qui a durci la réglementation de cet écosystème. Donc l'État peut très bien interdire si ça devait devenir une menace à la souveraineté des monnaies nationales. Alors en fait, les applications extra-monétaires, donc je rappelle que la blockchain Bitcoin sert quasi exclusivement pour les transactions en Bitcoin, donc ces usages monétaires principalement. Pour des usages extra-monétaires, la plateforme qui s'est développée dans ce sens, c'est la plateforme Ethereum, qui, elle, propose ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents. En fait, les contrats intelligents sont des programmes automatisés et autonomes. Alors, c'est-à-dire que vous réunissez un ensemble donc, de conditions au préalable et une fois qu'on a vérifié que toutes ces conditions étaient remplies, le programme s'exécute automatiquement sur le mode « si on a ça, eh bien, on fait ça ».
Donc on peut imaginer des applications notamment dans le domaine de l'assurance qui reprendraient cette idée de contrat automatisé et autonome. Alors je vous donne un petit exemple très simple. Dans le secteur de l'aviation, on constate que quand il y a des retards, très souvent la clientèle ne réclame pas nécessairement un dédommagement pour retard parce qu'il faut remplir tout un tas de papiers et puis on se dit bon ça prend du temps, tant pis. Eh bien, on pourrait imaginer des contrats automatisés d'assurance qui, à partir du moment où les conditions sont réunies, donc on vérifie qu'il y a bien eu des retards, hein, il y a tout un moyen de le savoir bien sûr, et une fois qu'on constate ça, eh bien, la clientèle serait automatiquement indemnisée par ce type de contrat intelligent. Voilà. Une autre application possible, toujours dans le domaine de l'assurance, c'est par exemple si on assure des agriculteurs contre les intempéries. Bon, par exemple, si on a 30 jours de sécheresse, on peut imaginer des systèmes d'indemnisation pour des mauvaises récoltes. Ben, on peut imaginer des systèmes de capteurs météorologiques qui effectivement vérifient que toutes les conditions sont réunies. Et une fois qu'on a vérifié que toutes ces conditions étaient réunies, on déclenche automatiquement l'indemnisation. Voilà. Donc dans le secteur des assurances, il y a pas mal de cas d'usage qui se développent, mais aussi dans le secteur de l'énergie, puisque la blockchain est quelque chose qui permet de vérifier et d'horodater des données. Eh bien, tout ce qui concerne le transfert de données qui doit être validé et certifié, donc dès qu'il y a de la certification quelque part, on peut a priori imaginer des cas d'usage pour la blockchain.